Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine où il s'agit, comme c'est devenu une habitude, de parler des livres que j'ai lus durant la semaine qui précède. Et donc aujourd'hui, on va parcourir plusieurs livres, des livres très différents les uns des autres, certains lus en entier, d'autres à peine esquissés, donc on reviendra dans ces lectures-là. Voici la pile du jour, pile assez haute, parce qu'il y a des livres assez épais, même si ces livres assez épais ne m'ont pas complètement occupé durant cette semaine. Alors dans cette pile, il y a des choses très différentes. On va commencer par une réflexion sur la lecture venue de quelqu'un qu'on n'attendait peut-être pas dans ce domaine-là, et qui est un peu inhabituel dans mon monde de lecture. Il s'agit de la lettre sur le rôle de la littérature dans la formation du pape François. Du pape François qui, au moment où je parle, est décédé depuis assez peu de temps. Loué soit la lecture, avec une préface de William Marx, professeur au Collège de France, professeur de littérature comparée. Et évidemment, cette préface de quelqu'un qui n'est pas un religieux, contrairement évidemment à ce personnage du pape François sur lequel on peut dire beaucoup de choses, et sur la religion catholique il y aurait mille choses à dire, et évidemment c'est pas dans une perspective catholique que je lis ceci, mais je lis ceci pour réfléchir sur la lecture. Et dans les réflexions du pape François, il y a des réflexions qui m'ont parlé, notamment où il met en avant la littérature, et pas forcément une littérature d'ordre religieux, ça peut être une littérature même éloignée des questions de foi, de spiritualité, etc. Notamment la lecture de romans, de récits, qui ouvrent à une attention à l'autre et à ce qui nous entoure de manière plus générale, qui, pour la formation des prêtres, selon le pape François, mais pour la formation de tout humain qui est amené à en côtoyer d'autres, c'est-à-dire de tout le monde, est absolument nécessaire et permet de donner de la chair à ce qui pourrait rester trop théorique. Et donc, c'est un éloge véritablement de ce monde de la littérature. Le pape François a enseigné la littérature pendant quelques années en Argentine. Il a même fait venir dans son cours Borges, le grand écrivain argentin, qui ne savait pas qu'il avait affaire à un futur pape. Et il parle aussi d'écrivains comme Proust ou d'autres. Donc, le propos n'est pas spécifiquement religieux. Il l'est par endroits, évidemment, mais ce ne sont pas les endroits qui m'intéressent le plus. Mais il y a vraiment une réflexion sur la littérature assez classique. Au fond, on la retrouve chez d'autres, mais venant d'un personnage comme celui-là, ça me paraissait intéressant d'aller y voir, surtout que c'est très court. Voilà, par exemple, pour entrer dans cette prose du pape François, qui écrit de manière simple, c'était, je crois, l'image la plus consensuelle du personnage. C'était un homme simple, me semble-t-il. Pas quelqu'un qui était dans les étoiles, j'allais dire. Ensuite, dans la littérature, ce sont des questions de forme d'expression et de sens qui sont en jeu. Elle représente donc une sorte de gymnase de discernement. Intéressant cette notion. Gymnase de discernement qui aiguise les capacités sapientielles d'examen intérieur et extérieur du futur prêtre. Voilà dans quel contexte on est. Mais au fond, du futur n'importe quoi. Du futur père de famille, de la future je ne sais quoi, etc. Le lieu où s'ouvre cette voie d'accès à sa propre vérité est l'intériorité du lecteur directement impliqué dans le processus de lecture. Voilà aussi une importance de la lecture. On s'implique soi-même, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de m'impliquer dans mes lectures, en réfléchissant à partir d'elles, en partant peut-être dans plein de directions différentes.
Voici donc le déploiement du scénario, du discernement spirituel personnel où se trouvent les angoisses et même les crises. Évidemment, dans la littérature, on affronte les moments angoissants. Et dans les livres dont je vais parler, les auteurs dont je vais parler, il y aura des angoisses qui vont revenir dans la suite de ces réflexions du jour. En effet, nombreuses sont les pages littéraires qui peuvent répondre à la définition ignatienne, Saint Ignace de Loyola, jésuite comme le pape François, de la désolation. Et ensuite, il cite les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, et puis toute une réflexion donc sur l'empathie qu'on peut avoir pour des personnages, qui suscite aussi une empathie vis-à-vis des humains réels, qui permet, en lisant des histoires certes fictives, de donner chair à la vie, de ne pas être, et c'est le danger peut-être pour des religieux, et les fanatismes religieux en sont la preuve, de ne pas être dans une sorte de bulle spirituelle un peu hors sol, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui me parle, parce que c'est une dérive des religions aujourd'hui que de raconter des choses qui ne prennent pas en compte la vie des humains, quoi, et de maltraiter les humains au nom d'une religion. Il y a quelque chose de paradoxal, semble-t-il. Et donc, voilà, voir à travers les yeux des autres. Voilà un sous-titre de ce petit livre, qui ne révolutionne pas, évidemment, la vision qu'on peut avoir de la littérature, mais qui lui donne un aperçu un peu décalé, surtout par la personne qui l'a écrit. Évidemment, le pape François n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a une aura spirituelle, qui avait une aura spirituelle, mais il a peut-être encore quelque chose. On a beaucoup parlé de ce pape un peu bizarre qu'on a eu récemment. On verra ce qui se passe avec le suivant. Mais voilà. Donc ça, c'était une première réflexion autour de louer soit la lecture. Alors la lecture qui permet de l'empathie, de se mettre à la place des personnages, ou qui permet aussi de montrer les angoisses. Alors dans mes lectures actuelles, il y a des questions d'angoisse et des questions d'empathie qui se manifestent forcément. Alors, je passe assez rapidement sur cette lecture-là, j'y reviendrai parce que j'ai pas encore lu grand-chose. Donc, La Terre verte de Errol, Tanquerel et Merlet, qui est un roman graphique ou une bande dessinée. Août 1492, donc on se retrouve directement plongé dans un passé, évidemment, date importante, et on voit des gens qui se déplacent en bateau, forcément, un glorieux été. Ils vont vers le nord, ceux-ci vont vers le Groenland, où la christianisation, tiens, on retrouve le pape François, puisqu'il s'agit d'un évêque ici qui vient voir si le Groenland est toujours chrétien, et parce qu'on y a implanté des colonies chrétiennes, mais on les retrouve, mais celles-ci vivent dans une certaine misère qui nous est représentée ici. Et puis, évidemment, on constate des choses étranges. Par exemple, quand une troupe de militaires arrive, à sa tête, il y a une femme. Tiens, ça pourrait donner des idées au pape, de mettre un peu plus de femmes à la tête de son église. Mais justement, ça ne plaît pas à l'évêque dans cette histoire-là. Bref, on se retrouve dans un monde qui est un monde ancien, un monde de la christianisation, et un monde aussi dur par les éléments. Puis il y a une espèce de fou qui vient annoncer, qui vient dire la réalité, donc le fou du roi, le bouffon, etc. Cette image-là. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai lu que la première scène de l'acte 1, c'est divisé comme une pièce de théâtre, mais disons que je me réjouis de lire la suite, mais ça je vous en reparlerai. Donc, La Terre verte. Voilà. Alors, le Groenland,
aujourd'hui, on le sait, est un lieu qui suscite l'intérêt de certains de ses voisins, notamment des États-Unis d'Amérique. Et donc, je vais parler d'un livre américain, d'un livre qui, lui, alors dans le côté angoissant et le côté sombre de la littérature, plonge de manière assez profonde. Il s'agit, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai parce que j'en ai lu une centaine de pages sur 900 et quelques, donc je pense que ça va m'occuper encore un certain temps. C'est James Ellroy, American Death Trip. Le titre en lui-même donne des frissons. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, alors c'est le deuxième volume d'une trilogie, je n'ai pas lu le premier ni le troisième, mais ce n'est pas si important que ça. En tout cas, je commence à me dépatouiller là-dedans et à comprendre un peu ce qui se passe. Il y a ce style assez particulier de James Ellroy, fait de répétitions, de phrases extrêmement courtes, et puis il y a surtout aussi, dans ce dont il parle, un mélange de la fiction et d'événements historiques réels, de personnages de fiction et de personnages réels. On ne sait pas trop quand on lit le livre qui est un personnage ayant vraiment existé, qui ne l'est pas. Alors, j'ai été chercher de temps en temps les noms pour savoir s'ils avaient existé ou non, mais pas pour tous, parce qu'il y a pas mal de personnages, on se perd un peu dans les personnages, parce qu'ils sont souvent évoqués uniquement par leur prénom au début, mais là je commence à piger qui est qui, plus ou moins. Et donc, on est dans un moment clé de l'histoire américaine, 22 novembre 1963, l'assassinat du président Kennedy, et puis les jours qui suivent, l'assassinat de Lee Harvey Oswald, son assassin, par un certain Jack Ruby, qui est un des personnages justement qui est mentionné, dont on voit qu'il aurait, parce qu'évidemment tout ça est à mettre avec des guillemets, avec des questions, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Évidemment, ce moment-là de l'histoire est un nid à fiction et à fantasme et à complot aussi, à théorie du complot énorme. Et donc, ce Jack Ruby qui aurait été forcé ou très influencé par des gens liés à la mafia, mais aussi à la police de Dallas ou de Las Vegas aussi. Il y avait toute une histoire autour de Las Vegas. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chapitres aussi. Là, je suis dans la deuxième partie maintenant. Je viens de commencer la lecture en fait de la deuxième partie qui va se passer un peu plus tard. Décembre 1963, octobre 1964, Extorsion, ça s'appelle. Donc, dans la toute première partie, dans les 100 à peu près premières pages, eh bien, on est vraiment dans les jours qui suivent l'assassinat de Kennedy, avec d'autres assassinats qui ont lieu, qui sont plus ou moins liés à cet assassinat-là. On ne comprend pas encore tous les liens qu'il peut y avoir entre eux. Et puis, donc, deuxième partie, Extorsion, décembre 63, octobre 64. Donc là, on va élargir un peu le temps. Et puis, il y a des documents en encart. Voilà comment ça commence, cette partie-là. 1-12-63, rapport d'enquête du FBI pour diffusion interne marqué classé confidentiel 2A, accès limité à certains agents, observations et faits pertinents concernant les propriétaires des grands hôtels casinos de Las Vegas et autres sujets connexes. Note versée officiellement aux archives de l'agence du Sud-Nevada le 8-2-63. Voilà. Ça commence donc par une sorte de document qui est présenté sous une typographie différente. Document sans doute fictif. Enfin, je ne suis pas allé chercher justement cette question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Au bout d'un moment, on a l'impression que tout est vrai. Mais évidemment, c'est le propre même de ce genre de livre que de donner l'illusion de la réalité, et par des documents comme si on avait à faire une enquête historique. Mais on sait que l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, elle a été rouverte, mais en même temps, si les conclusions ne plaisent pas au président actuel, ça va peut-être pas non plus
être diffusé. Enfin, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, la réalité et la fiction, on s'en mêle les pinceaux de manière assez forte. Mais donc, on a une sorte de description, ce qui nous permet de comprendre mieux les enjeux de ce qui précède, d'ailleurs, de ce monde des casinos de Las Vegas, de la police de Las Vegas corrompue, des propriétaires de casinos mais qui sont liés justement à la police et à la mafia d'autres endroits, etc. Bref, on a aussi la transcription d'une discussion entre un personnage qui s'appelle Little et puis John Edgar Hoover, patron du FBI, lui est réel à l'époque, mais aussi qui joue un rôle assez obscur dans cette affaire-là, qui commandite des assassinats, etc. Bref, on a tout cet imaginaire de l'Amérique du dessous, hein, du polar américain, dont James Ellroy est un des maîtres. Et donc, je vais aller voir la suite par intérêt à la fois pour une histoire ou un récit un peu compliqué. À quelque part, j'ai peut-être pas tout compris, mais peu importe. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi le rapport avec la réalité de cette époque-là, l'ambiance d'une époque. Et ces années 60, il y aura évidemment, par la suite, c'est un peu évoqué, la question du Vietnam, etc. Donc, toute une période mythique de l'histoire américaine qui revit par en dessous. Et par une langue percutante aussi chez James Ellroy, traduit ici par Jean-Paul Gracias. Il faut donner le nom du traducteur, j'oublie souvent ça. Ici c'est important parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans cette langue-là, qui fonctionne peut-être mieux en américain, mais qui en français est bien rendu ici. Voilà. Continuons notre petit parcours dans les livres qui m'ont occupé récemment. Un livre que j'ai terminé, dont j'ai déjà parlé, qui lui peut-être aussi va explorer des lieux sombres et angoissants, alors cette fois dans la réalité, non plus dans la fiction, même si peut-être qu'on invente pas mal de fiction là autour. C'est Imposture à temps complet de Nicolas Kayser-Bril, Pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde, où il réfléchit justement sur le monde du travail, sur tous ces travaux inutiles qui permettent de maintenir en place une caste privilégiée de gens qui font des boulots qui ne servent à rien, mais qui ont du prestige dans certaines entreprises, et aussi ça déteint, si vous voulez, sur l'État. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il appelle par exemple l'émergence de l'État mafia. Alors, évidemment, dans certains États comme les États-Unis peut-être, et pire encore, la Russie, par exemple, est un État mafia au sens propre du terme directement. Les États-Unis sont peut-être en train de le devenir. Chez nous, c'est moins manifeste, quoique. Et donc, voilà ce qu'il écrit sur l'émergence de l'État mafia. La place de plus en plus importante accordée aux liens interpersonnels ne remet pas en cause en elle-même le fonctionnement de l'État. Il y a vraiment cette idée que dans le travail, ce qui compte, c'est les liens entre les personnes plutôt que le travail accompli. Si vous voulez réussir dans votre job, vous ne devez pas faire du bon boulot. Vous devez faire en sorte que vos supérieurs et vos collègues vous acceptent et vous tolèrent, vous considèrent comme quelqu'un avec qui on peut nouer des liens, etc. Après tout, les jeux de pouvoir, quels qu'ils soient, se fondent en grande partie sur la loyauté. Voilà, le mot important, c'est celui-là, la loyauté. Et là, il parle donc de l'État, et plus des entreprises privées qui l'ont occupé auparavant, entre politiciennes et politiciens. Mais la propagation des bullshit jobs dans certaines organisations clés a détruit les deux règles sociales qui servaient de garde-fou au désir du personnel politique. Et donc ces dérives politiques qu'on voit à l'œuvre déjà dans les années 60 aux États-Unis, alors peut-être
que James Ellroy force un peu le trait, mais aujourd'hui, aux États-Unis, là, on n'a pas besoin de forcer le trait, ils s'en chargent très bien eux-mêmes, et bien chez nous, il y a des choses qui se passent aussi. Donc la première de ces règles, donc les garde-fous, c'était quoi? C'est le respect dû à la vérité factuelle. Et là encore, la fiction, la réalité, tout cela est un peu entremêlé. En admettant l'existence de la vérité factuelle, un chef limite lui-même son pouvoir. Et on voit bien, Trump, c'est l'exemple typique de ça. Quand la vérité factuelle ne correspond pas à ce que lui a dit, donc remet en cause son pouvoir, eh bien, c'est la vérité qui trinque. On vire les gens, les chefs des statistiques, quand les statistiques sont pas bonnes. Par exemple, c'est assez frappant, ce genre de choses. Donc, il sait qu'il ne peut pas dire ou faire des choses qui s'opposent à l'état actuel des connaissances. Or, l'organisation chargée de la production et de la conservation de la vérité factuelle, c'est l'université, voilà, la science, en règle générale, mais l'université en particulier. En prenant le contrôle et en transformant les tâches de ses employés en bullshit job, comme je le racontais plus tôt, effectivement, il parle notamment de l'importance de l'administration, des tâches administratives, il faut demander pour faire ceci, pour être remboursé de 20 balles pour un repas, c'est des heures de boulot parce qu'il faut faire tel questionnaire, machin, c'est jamais le bon, etc. Bref, on connaît tout ça. En prenant le contrôle et en transformant donc les tâches de ses employés en bullshit job, comme je le racontais plus tôt, etc., le personnel politique a fait tomber l'une des barrières qui limitait son pouvoir. Le gouvernement en arrive même à mépriser ses propres outils de création de connaissances. Les productions de l'INSEE, l'organe du gouvernement chargé de la statistique publique, tiens, là on est en France et plus aux États-Unis, mais c'est la même chose, ne valent pas le bon sens. Ah, voilà la notion qui est à tous les coins de rue, le bon sens, tout le monde, ça, il faut du bon sens, faire preuve de bon sens, etc., ce qui ne veut strictement rien dire, d'un boucher charcutier, a déclaré un ministre en mai 2021, avant d'ajouter sans rire, il ne faut pas nier le réel. Et le réel, justement, le bon sens du boucher charcutier, plutôt que les statistiques. Bon, mais le boucher charcutier, quelles compétences a-t-il pour faire des statistiques sur des domaines qui ne sont pas les siens, et puis même sur son propre domaine, il peut parler de sa propre boucherie, mais le reste, qu'est-ce qu'il peut en dire de manière sérieuse? Voilà, donc un ministre français, encore en place, Gérald Darmanin, voilà. Ça, c'est la première chose, évidemment, ça, alors, c'est clair aujourd'hui. Et puis la seconde règle qui limitait les pouvoirs du personnel politique, c'est la loi. Et là aussi, on attaque la justice. Et toujours, alors le lien avec les bullshit jobs est peut-être indirect, mais on est dans les dernières pages du livre où il en tire des conséquences. Et il évoque ici Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, un livre très intéressant que j'avais lu il y a déjà quelques temps. Il doit être quelque part, il peut être un peu là derrière moi, il y est sans doute, mais je ne l'ai pas ressorti. Explique comment la nouvelle gestion publique participe d'un changement radical de la nature du droit. Donc la nouvelle gestion publique, voilà une manière de gérer le monde politique qui est complètement basée sur le bullshit job. Les lois et le règlement des différends sont de plus en plus laissés au libre choix des entreprises par le biais de l'autorégulation et de tribunaux privés. Petit à petit, le droit est rabaissé au même niveau que les marchandises. Il faut faire un bon deal. Voilà. Tout ce que dit Trump, c'est tout. Le droit, on s'en fout. Il faut juste faire un bon deal. C'est très clair aux Pays-Bas, où les réformes successives de la justice ont changé le vocabulaire, désignant les justiciables. Ces derniers sont devenus des usagers, puis carrément, au début des années 2000, des clients. Le changement n'est peut-être que sémantique, mais il met le tribunal au même niveau que le supermarché. Et ça c'est aussi manifeste dans les écoles, ce genre de choses. Donc on voit une transformation politique, donc de la citoyenneté, donc de nos rapports
au monde. Et donc, comment vivre avec le bullshit, comment lutter contre, voilà des questions qui aujourd'hui sont très importantes, parce qu'on a vraiment l'impression, dans un monde où on assiste quand même à une forme d'effondrement, ou en tout cas de délitement des institutions, d'un système capitaliste à bout de souffle qui est en train de raser la planète entière et bientôt le monde, l'univers entier, et qui est intenable sur le moyen terme. Et donc, voilà, on essaye de maintenir les structures telles qu'elles sont en inventant des boulots inutiles, alors qu'il y aurait plein de choses à faire qui pourraient être très utiles et qu'on ne fait pas. Voilà, donc une réflexion intéressante sur cette question du travail, qui est, je pense, une question majeure et sous-estimée. Aujourd'hui, on parle le travail c'est bien, il faut travailler plus pour gagner plus, etc. Mais je pense qu'on va vers des bouleversements majeurs de notre rapport à cette notion de travail, et qu'il est important de réfléchir à ça. Un travail étrange serait le travail, mais utile et nécessaire, le travail de poète. Et je vais terminer par de la poésie, et sur un auteur sur lequel je reviendrai désormais souvent, parce que dans mes lectures Pléiades, j'avais fini la Pléiade Camus qui m'a occupé pas mal de temps, je suis allé voir, et je vais continuer à aller voir, Gérard de Nerval. Gérard de Nerval avec donc cette Pléiade, là aussi, qui date des années 1960, je crois, et qui regroupe ses œuvres complètes. Alors, les œuvres de Nerval sont un peu disséminées, notamment sa poésie. Ça commence ce volume, il y a 2 volumes, ce volume su par la poésie de Gérard de Nerval. Ce qui m'a frappé, enfin, quand on parle de Gérard de Nerval, on dit généralement « Ah voilà, un grand poète », qu'on classe généralement dans le romantisme, même si ça n'est pas un romantique typique à la Musset ou compagnie, là, qui souvent on le considère comme plus intéressant, enfin en tout cas moi j'ai cet a priori-là. On le considère donc comme un grand poète, et pourtant, son œuvre poétique, ses poésies dans les 2 volumes de la Pléiade, c'est quelques pages, là ça se termine à la page 44, j'ai moi. Alors qu'après il y a des centaines de pages sur Mémoire d'un Parisien, sur des romans, des nouvelles, un voyage en Orient, etc. Il y a sa correspondance aussi ici, bref, il y a plein de choses. Alors que la poésie, elle est limitée, et en plus, effectivement, elle est surtout dans ce qui a été publié de son vivant, il n'y a pas grand-chose. Alors c'est une poésie qui est à la fois très connue et qui nous demeure mystérieuse. Malgré une pléthore de commentaires, on reste à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Évidemment, c'est à la fois ce qui attire et ce qui peut rebuter aussi certains. Le premier poème, donc le premier texte de Nerval que j'ai lu, c'est ce que d'habitude on connaît de lui. Alors je le lis pour le plaisir, je reparlerai de Nerval. Je suis tout au début de cette redécouverte d'un auteur que je connais assez mal. Enfin, j'avais un peu travaillé à l'époque surtout sur Les Filles du Feu, mais pas tellement sur sa poésie, qui a quelque chose d'assez classique, et en même temps pas tant que ça, et en même temps j'allais dire, qui transcende ce classicisme. Alors, je reviendrai là-dessus pour définir ça plus clairement, parce que c'est pas très clair encore pour moi. J'affronte cette poésie et j'essaye de l'apprécier à sa juste valeur. Et donc, peut-être le meilleur moyen d'affronter de la poésie, enfin, affronter, le terme est un peu brutal, de s'imprégner d'une poésie, c'est de la lire à haute voix. Et je vais vous lire, pour terminer, le poème de Gérard de Nerval qui est, je crois, le plus célèbre, en tout cas c'est celui que je connaissais presque par cœur déjà, El
dit Shadow, rien que le titre est difficile à dire. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes. Où nage la sirène, il n'y en a qu'une, ici. Et avec un Y en plus. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Ça reste tout à fait obscur pour moi, ce qui est dans ce poème-là, je pense pour beaucoup de gens. Et pourtant, le soleil noir de la mélancolie, c'est devenu une sorte de lieu commun. L'exemple qu'on donne pour définir l'oxymore, soleil noir, etc., ou les soupirs de la sainte et les cris de la fée, voilà, des vers extrêmement connus, mais qui gardent une forme de choc, de quelque chose qui nous laisse baba, nous laisse à se dire, waouh, c'est beau, mais je reste là, au seuil de quelque chose. Et la treille où le pampre à la rose salie. Voilà un peu des chimères, puisque c'est ça le titre, et puis ensuite il y a les autres chimères que je vais lire, puis les odelettes et d'autres poésies, puis après j'entrerai dans sa prose de Gérard de Nerval, poète et écrivain un peu inclassable. C'est évidemment ça qui est intéressant chez lui. Donc Gérard de Nerval, en bonne compagnie aujourd'hui, avec cette terre verte qui m'occupera bientôt, le pape François que je vais laisser reposer en paix, et puis les bullshit jobs aussi, je vais les laisser reposer. Par contre, il y aura James Ellroy qui va, lui, continuer à creuser les côtés sombres. Voilà, c'était les livres du jour, et on se revoit tout bientôt pour la suite d'autres livres et la suite de ces livres-là. Au revoir et à bientôt.